Bonsoir, bonsoir. Merci à tous et chacun d'être ici aujourd'hui avec nous pour ce webinaire Ends of Sudan. Le but de ce webinaire, c'est vraiment d'éclaircir la guerre qui se déroule en ce moment au Soudan. On entend souvent dire que ce conflit est complexe, obscur et finalement cela entraîne un manque d'intérêt de la part de beaucoup de personnes. Donc c'est ça, nous espérons vraiment que vous allez repartir aujourd'hui avec les idées plus claires sur ce drame qui se déroule actuellement au Soudan. Également, avant de commencer, j'aimerais vous demander si cela est possible d'éteindre vos vidéos. La raison est que nous vous offrons ce webinaire depuis l'Afrique et ici, l'Internet est très instable. Lorsque les vidéos sont éteintes, il y a moins de risques de déconnexion pour nous. C'est un petit peu moins plaisant, mais cela évite trop de déconnexion. Merci beaucoup. Si toutefois nous venions à être déconnectés, s'il vous plaît, donnez-nous juste quelques minutes et nous serons en mesure de revenir et de continuer le webinaire. Donc maintenant, sans plus tarder, nous allons commencer et nous allons écouter Ouardougou Kelly Sakin. Il est membre du chapitre sénégalais de World Beyond War, mais surtout il est juriste en droit public et politiste spécialisé sur les questions de paix et de sécurité à l'université Gaston Berger de Saint-Louis du Sénégal. Euh, Merci beaucoup, Marion, de m'avoir donné la parole. Bonsoir à toutes et à tous. C'est avec beaucoup de plaisir que nous partageons ce soir ce webinaire qui consiste en réalité à revenir un peu, comme l'a dit Marion, pour un peu éclaircir la crise soudanaise ou plutôt la guerre civile soudanaise, presque oubliée en réalité de la scène internationale. Et à y voir les débats très récents de la 79e Assemblée générale des Nations unies, on se rend compte qu'en réalité, beaucoup d'interventions n'ont pas mis un peu l'accent sur ce qui se passe donc au Soudan, à l'exception de quelques présidents, notamment le président américain, le président congolais, le président français, mais également le premier ministre du Tchad. Et à quelques exceptions près, donc beaucoup n'ont pas mis l'accent donc sur cette grave crise humanitaire que subit actuellement donc le Soudan. Donc, comme je l'ai dit, le Soudan, c'est un vaste territoire donc d'Afrique avec une population d'environ 44 millions d'habitants, dont les langues officielles, c'est l'arabe et l'anglais, avec comme une religion prédominante l'islam. Et le Soudan a connu depuis son indépendance beaucoup de crises et beaucoup de périodes de conflits sur lesquelles certainement on ne va pas y revenir, ce qui a conduit même d'ailleurs à la sécession donc, du Soudan en 2011, ce qui a donné naissance à deux pays, le Soudan et le Soudan du Sud. Mais on va se pencher dans l'immédiat sur le conflit actuel, n'est-ce pas, qui oppose les forces armées soudanaises aux forces donc d'intervention rapide du général Himeti, dit Hamdan Dagolo, depuis avril 2023. Alors, pour essayer de remettre les choses dans les contextes, il faut un peu revenir en arrière, c'est-à-dire en 2019, pour dire qu'en réalité, là où la crise a commencé, c'est après la destitution d'Omer el-Béchir, fin d'un régime autoritaire qui a, n'est-ce pas, géré le Soudan depuis des années avec, pour certains, une poignée de fer. Et il a été destitué en 2019 par un coup d'État. Alors, de l'intervalle 2019-2021, il y a eu, n'est-ce pas, la mise en place de ce qu'on appelait tantôt le Conseil souverain mixte avec une composition diverse comprenant des militaires et des civils. Alors, dans cet intervalle, il n'y a pas eu toujours une entente véritable entre les civils et les militaires, ce qui a conduit en 2021 à un nouveau coup d'État militaire. Donc, cette fois-ci, le gouvernement, ou en tout cas l'État, est géré exclusivement par les militaires, et notamment le général Borhan. En 2023, donc avant le début de la guerre, il y a eu une période, n'est-ce pas, d'incompréhension ou une période, disons, de contradiction entre les forces armées soudanaises et les forces d'intervention du général Himati, parce que l'État voulait intégrer en réalité donc ces forces-là au sein de l'appareil militaire étatique, c'est-à-dire avoir un contrôle total des forces armées qui opèrent dans son pays. Donc, ce qui a un peu de plus en réalité aux forces du général Himati,
et ce qui a probablement donc déclenché dans l'immédiat une guerre entre les forces armées et les éléments du Houthi. Donc, on peut dire qu'en gros, la cause directe du conflit, c'est l'absence donc de consensus sur la mise en place de la réforme de l'armée. Alors, les partis au conflit, comme je l'ai branché, il y a les forces armées soudanaises, donc dirigées par le général Bourhan, donc le principal organe militaire du pays. Et d'un autre côté, nous avons les forces de soutien rapide, ce qu'on appelle les RSF, commandées par le général Mohamed Hamdan Dagolo dit Himeti. Il y a d'autres également qui sont impliqués dans la guerre. Il s'agit des groupes armés, des mouvements rebelles, ici principalement des régions qui se trouvent dans la périphérie du Soudan et comme le Soudan, le Darfour en réalité. Et il en est le cas de forces dirigées par Mini Arkou Minawi qui combat dernièrement aux côtés donc, de forces armées régulières. Alors, à côté de ces partis qui sont endogènes, c'est-à-dire des partis soudanaises, il y a également des partis exogènes, c'est-à-dire qui se trouvent en dehors de la sphère soudanaise. Et il s'agit principalement des pays étrangers en réalité qui ont un certain nombre d'intérêts stratégiques et qui soutiennent, n'est-ce pas, des partis donc, de part et d'autre dans le cadre donc, de ce conflit-là. Donc, on peut dire qu'en réalité, le conflit soudanais, c'est un véritable théâtre géopolitique qui implique plusieurs pays pour diverses raisons, notamment la recherche de l'influence, n'est-ce pas, sur les dynamiques internes du pays pour protéger un certain nombre d'intérêts stratégiques. Comme on le sait, le Soudan se trouve, n'est-ce pas, dans une position géostratégique pertinente sur la corne de l'Afrique, avec également des ressources naturelles extraordinaires. Donc, mais dans tous les cas, plusieurs pays sont impliqués. On peut citer nommément, entre autres, la Russie, l'Ukraine, les Émirats arabes unis, la Libye, les Tchad voisins également, la Turquie, l'Arabie saoudite, l'Égypte, l'Iran, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, maintenant qu'on a vu les parties qui sont impliquées dans les conflits, il est question de voir quelles sont les conséquences qui découlent immédiatement de ces conflits-là en réalité. Et ces conséquences peuvent être subdivisées en plusieurs parties. Nous avons d'abord des conséquences socio-humanitaires. Alors, ces slides sont préparés depuis un bout de temps, mais il y a une évolution, n'est-ce pas, sur la situation au Soudan. Depuis avril 2023, il y a eu des milliers de morts. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, parle de plus de 20 000 personnes tuées. Et donc ça, c'est les sources officielles, mais probablement les sources, comment on appelle, non officielles, parleraient des centaines de milliers de personnes qui sont mortes et des centaines de milliers de personnes qui sont blessées. Et aujourd'hui, le Soudan compte plus de 10 millions de personnes qui sont forcées, n'est-ce pas, à être déplacées à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, notamment dans les pays voisins comme le Tchad, l'Égypte, etc., etc. Donc, le Soudan, comme le dit l'Organisation des Nations Unies, est l'une des plus grandes crises de déplacement interne au monde. En juin 2024, dans l'ensemble du Soudan, les enfants en réalité continuent de payer un lourd tribut au conflit, n'est-ce pas, qui ravage les pays. Ça, c'est prévient Catherine Russell, directrice générale de l'UNICEF, au terme d'une visite à Port-Soudan. Donc, la famine est d'une telle envergure qu'on se rend compte qu'en réalité, 70% des ménages ruraux n'ont pas cultivé de terre en 2023. Et probablement, dans la région, comme on appelle, du Darfour, la même chose se répète également cette année. Donc, les nouvelles données de l'IPC qui révèlent en réalité en 2024 que plus de 750 000 personnes sont confrontées à des niveaux catastrophiques d'insécurité alimentaire. 25,6 millions de personnes sont en situation de crise alimentaire. Voyez-vous le nombre extraordinaire de cette situation catastrophique et chaotique que subissent les populations civiles au Soudan. Plus de 14 millions d'enfants dépendent d'urgence de l'aide humanitaire. Et la situation au nord du Darfour est telle qu'il y a eu très récemment un blocus, n'est-ce pas, sur l'acheminement de l'aide humanitaire. C'est ainsi que l'ONU avait plaidé pour qu'on permette, n'est-ce pas, l'acheminement de l'aide humanitaire et par notamment le Soudan.
Donc, la situation elle est très catastrophique et on se rend compte que même en matière sanitaire, des établissements de santé, 70% selon le ministère fédéral de la Santé, donc il y a quelques mois, sont fermés à cause donc, de ces conflits-là. Donc, vous remarquez avec moi et vous serez d'accord avec moi, la situation est d'une telle gravité et qui nécessite vraiment la sensibilisation et comment on appelle, de la communauté internationale et que tout le monde soit au courant de ce qui se passe au Soudan. Alors, en ce qui concerne maintenant la situation des droits de l'homme, donc depuis le début de ce conflit, intense, hein, depuis l'année dernière, la population civile a été exposée à des violences et à une souffrance sans précédent. Comme toujours en temps de guerre, c'est normal, ce sont les civils qui en font les frais en réalité. L'ampleur et la gravité des violations des droits de l'homme et des atteintes à ces derniers au Soudan sont effroyables selon un non-expert donc du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Des viols massifs à Al-Jineina, notamment donc au Darfour, plusieurs douzaines de femmes et de filles ont été violées, n'est-ce pas, dans la ville entre avril et juin. Des survivants qui se sont entretenus avec Human Rights Watch ont raconté leur carnet. Et très récemment, donc, avec la situation donc, au Darfour, on a des massacres extrajudiciaires, on a des cibles, n'est-ce pas, indistinctes, c'est-à-dire on attaque indistinctement les civils et les partis au conflit, donc ce qu'on appelle des attaques souvent sans distinction, en pleine violation du droit international humanitaire. Des déplacements forcés, vols, des violences et agressions. On utilise même la faim comme arme de guerre en flagrance violence du droit international humanitaire et des droits de l'homme par certains acteurs. Des attaques sans discernement. La situation catastrophique des réfugiés. En réalité, les réfugiés qui se trouvent donc dans les pays voisins, comme au Tchad, vivent des calvaires extraordinaires en dehors même de leur territoire. Beaucoup de violations des droits de l'homme avec comme conclusion la dignité et le droit à la vie du peuple soudanais sont jetés aux poubelles. Alors, au-delà des conséquences socio-humanitaires et les conséquences sur les droits de l'homme, il y a également donc des conséquences économiques d'une telle envergure, telles que le conflit a causé de graves conséquences sur l'économie soudanaise, dont la croissance a subi une contraction historique en 2023, rappelant celle de 2011, c'est-à-dire suite à la cession du Soudan du Sud, qui avait causé la perte de près de 75% donc de sa capacité de production pétrolière. Le pillage et dégradation des infrastructures engendrés par le conflit ont fortement touché le secteur industriel. Bien que l'extraction donc se soit largement poursuivie, les installations de traitement ont été endommagées, par exemple expliquant la chute drastique de la production d'or à 2 tonnes métriques fin 2023 contre 35 tonnes métriques fin 2022. Il en va de même pour les secteurs des services et de l'agriculture qui ont également essuyé de larges pertes conséquence des dommages subis, n'est-ce pas, par les entrepôts et les infrastructures de transformation d'une part et des manques d'accès au marché, aux intrants et au financement d'autre part, selon les données donc, des éco-études économiques. Donc, les conséquences analysées, il faut voir quelles sont les initiatives des pairs qui ont été déclenchées donc, de part et d'autre pour parvenir à une paix durable au Soudan. Donc, ces initiatives peuvent être classées de deux ordres. Il y a des initiatives internationales et des initiatives donc, régionales. En ce qui concerne les initiatives internationales, nous avons en mai 2023 le processus de Jeddah en Arabie Saoudite sous l'égide de Riyad et de Washington. En avril 2024, nous avons une conférence humanitaire internationale pour le Soudan et les pays voisins à Paris, en France. En août 2024, donc très récemment, des pourparlers à Genève. Et en ce qui concerne les initiatives régionales, en juillet 2023, nous avons le sommet au Caire, en Égypte, des voisins du Soudan. Janvier 2024, tentative de médiation de l'autorité intergouvernementale pour le développement, IGAD. Janvier 2024, mise en place du panel de haut niveau pour le Soudan par la Commission de l'Union africaine. Juillet 2024, conférence pour la paix au Soudan, au Caire, en Égypte. Et en marge donc, de la 79e Assemblée générale des Nations Unies, il y a eu également une conférence sur le Soudan. Conférence à partir de laquelle les États-Unis d'Amérique
ont annoncé qu'ils vont acheminer plus de 424 millions de dollars en aide humanitaire pour la crise soudanaise. Mais il faut dire, quelles sont les implications de ces initiatives de part et d'autre? Premièrement, on a un processus de paix qui se déclenche. Et pour la plupart du temps, ce processus de paix, il échoue. Les causes. D'abord, il y a absence de participation de parties au conflit. On a vu, en ce qui concerne les pourparlers de Genève, nous avons vu que l'armée soudanaise, dirigée par le général Bourhan, avait boycotté, n'est-ce pas, de participer à ces assises-là parce qu'il reproche, n'est-ce pas, une certaine absence de transparence de la part de la partie américaine. Et d'autre part, le non-respect donc des engagements pris. Parce que rappelez-vous, avant le processus de Genève, il y a eu, n'est-ce pas, des pourparlers qui, en quelque sorte, ont permis la production d'un sorte de cessez-le-feu, mais si le cessez-le-feu n'a pas été respecté par les parties en conflit. Il y a également une absence d'accord de paix. Donc, généralement, il n'y a pas d'absence, il n'y a pas d'accord de paix entre les parties au conflit. Donc, ce qui fait qu'il y a la continuité donc de la guerre. Mais le plus remarquant dans cette situation, ce sont les pays en réalité extra-régionales, ce sont les puissances étrangères qui fournissent des aides militaires, donc de l'armement et de soutien à ces parties au conflit, qui font que la situation, elle devient ou bien elle perdure donc dans les temps. Et il est très bizarre de voir qu'un pays comme les Émirats arabes unis ou encore le Tchad plaidaient pour une paix au Soudan et en même temps, ces pays fournissent, n'est-ce pas, en dessus des, des soutiens, n'est-ce pas, à ces forces-là, notamment pour les forces d'intervention rapide du général Di Hamdan Dagolo. Donc, il y a une certaine hypocrisie de ces puissances étrangères dans la gestion de du conflit soudanais. Donc, ils plaident sur la scène internationale au retour à la paix, mais en bas, ils fournissent donc des soutiens militaires, et ce qui fait que la guerre continue et il y a des massacres, il y a des violations de droits de l'homme sur les populations civiles et la situation humanitaire se dégrade de plus en plus. Alors, que doit-on faire pour ces pays-là qui est déchiré depuis avril 2023, ou voire même plus, par, par cette crise-là? Doit-on faire pour ces pays qui est justement déchiré, n'est-ce pas, par cette crise-là? Alors, plusieurs solutions peuvent s'offrir, hein. La première des choses, il faut faire de la crise soudanaise une priorité au même titre que les autres crises sur la scène internationale. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe sur la scène internationale, c'est comme si certaines crises sont prioritaires face à d'autres crises. Alors même que certains États dont l'hypocrisie elle est flagrante, parle au niveau de l'Assemblée générale des Nations unies d'une certaine égalité entre les crises, mais dans le traitement des crises, il n'y a pas une certaine égalité et c'est toujours le deux poids, deux mesures qui, en réalité, prédomine. C'est pourquoi il faut faire de la crise soudanaise une priorité sur la scène internationale, au même titre que les autres crises, que ce soit ce qui se passe au Palestine avec la bande de Gaza et la Cisjordanie, ou encore ce qui se passe très récemment avec le Liban, ou encore ce qui se passe au niveau de l'Ukraine, etc., etc. Parce une vie est une vie en réalité. Toutes les vies se valent. Donc, il faut faire de ces crises également une priorité. Et puis, euh, il faut renforcer donc la médiation internationale et la médiation régionale avec des acteurs neutres. Parce que souvent, les pays qui initient ces genres de rencontres pour être médiateurs et tout, c'est des gens ou c'est des pays qui ont des intérêts derrière une partie quelconque. Donc, s'il n'y a pas d'acteur neutre, le problème pourrait s'aggraver et la solution sera encore dure à trouver. Et il faut également établir urgemment des zones tampons humanitaires avec l'impératif donc de les respecter. Notamment ce qui se passe aujourd'hui au Darfour est d'une telle gravité que cela doit interpeller la conscience humaine.
Cela doit interpeller la conscience humaine, la conscience de la communauté ou de cette fameuse communauté internationale, s'il y en a, pour, n'est-ce pas, faire des actions allant dans le sens d'alléger la souffrance des populations civiles. Et de par donc ces médiations entre les acteurs neutres et les parties au conflit, il faut qu'il y ait un accord global de paix sous l'égide des acteurs acceptés par les parties au conflit. Parce qu'effectivement, ce qui encore aggrave la situation, c'est le soutien, comme je l'ai dit, c'est le soutien de certains pays, de certaines parties à une ou d'autres des parties. Donc, il faut que l'accord global soit signé avec des acteurs neutres et la neutralité est acceptée par tous les acteurs concernés par le conflit. Et il faut mobiliser des ressources et des soutiens internationaux pour aider à la reconstruction et à la stabilisation du Soudan, mais également des ressources en soutien humanitaire. Parce que depuis, on annonce des soutiens. Lors de la conférence de Paris, on a annoncé des millions de dollars. Mais jusqu'à là, une grande partie donc de cette aide ne parvient pas. Avant-hier, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies, les États-Unis ont annoncé en termes d'aide humanitaire plus de 424 millions de dollars. Donc, on espère que cette aide, encore une fois, sera acheminée complètement d'ici peu de temps pour alléger un peu la souffrance donc de ces États-là. Et l'autre chose également, c'est les Soudanais qui se retrouvent en dehors de leur pays. Parce que les réfugiés soudanais, en dehors de leur pays, aujourd'hui, vivent des situations catastrophiques en réalité, qu'ils soient au Tchad ou bien pour leur demande de visa en Europe, etc. Ces Soudanais réfugiés vivent un calvaire extraordinaire. Donc, il faut également mobiliser la communauté internationale pour alléger la souffrance donc, des populations qui se trouvent en dehors de leur pays et permettre, n'est-ce pas, un accord et puis le retour des Soudanais dans leur propre pays. Donc, en conclusion, la guerre au Soudan, c'est une sorte de guerre oubliée par la communauté internationale. À quelques exceptions près, beaucoup des États n'en font pas mention aujourd'hui. Et ça, c'est assez dommage parce que le Soudan est l'un des pays qui engendre aujourd'hui une situation humanitaire le plus catastrophique sur la scène internationale. Et cela vaut le coup cela est d'autant plus inquiétant. Les populations civiles vivent des calvaires extraordinaires et qu'il faut alléger dans l'impératif, alléger leurs souffrances, leurs souffrances. Je vous remercie. Merci, We have merci technical beaucoup, issues. Wardugo. We lost Et our interpreter. maintenant, nous allons Zera is accueillir Zahira. from Sudan. Elle est du Soudan. She does not live in Sudan right now. She's an influencer, Elle a activist, 21 ans. and Elle est une international relations graphic. influenceuse. Elle est So une with that, activiste she's pour going la to share paix. with us Elle a un some lived diplôme en experience of the relations situation in internationales. Sudan. So Elle Zera, va can you hear partager son us? expérience Yes, I can hear you very well. Can you hear me? du conflit Yes, au very well. Soudan. Okay. Hello, everyone. My name is Bonjour tout le Omnia monde. Mustafa. Je I go by m'appelle the name Omnia Zara on social Mustafa. media. Sur les I'm médias 21 sociaux, elle years old, s'appelle freelance Zehra. activist, Elle a 21 ans. and I graduated from the Elle Faculty of est International activiste, elle Relations est du and Diplomatic Soudan. Studies. Elle a It un has always been diplôme my en relations passion to internationales. work in the field of diplomacy and Son rêve est de travailler peace dans campaigns le and domaine de la initiatives. politique. As you know, growing up in Africa as a young adult Elle a grandi en just Afrique. made me very interested in those things, as you could see, like injustice unfolding all over the continent. It all started on, Tout a I personally, commencé. right now, I don't have a presentation for you. I just have my lived experience and my Elle story. n'a pas de présentation, juste son It all expérience. started on April 15th, 2023. Tout a commencé le 15 listening to the avril sounds of 2023. airstrikes and bombs, and Elle s'est réveillée we au, had no au idea son what's des going on, bombes. despite Elle avait aucune the idée news beforehand were de ce qui se passait talking jusqu'à ce about qu'elle voit rising les tensions nouvelles. between the RSF Rapid Support Militia and the Sudanese Armed Et Forces.
Et elle a donc entendu qu'il s'agissait d'un conflit entre les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide. We all had a sense of false hope that this will take a week or two Les and sentiments it étaient will très cease. Unfortunately, that mélangés. wasn't the case. The Il y avait intensity un peu of the d'espoir, fighting have increased on daily basis. mais en fait, I tout a lived commencé à in a s'augmenter neighborhood where I de was plus en surrounded plus, by les many conflits de military plus en bases. plus. Il y avait des So militaires partout, des bases the militaires dans le quartier, shells and des missiles all explosions. fell in my neighborhood due to errors because we literally live in the middle between Elle vit multiple vraiment, elle RSF vivait and vraiment SAF military au bases. milieu, So after a où il y week or avait so, des we had troupes, to leave différentes troupes tout autour. Et à un Khartoum, moment donné, elle a the dû capital city of partir Sudan, which is my home, Khartoum, where la I've been capitale, born and raised my qui est whole entire life. qui est là où elle est We née. Elle went avait to a toujours nearby vécu. Elle a dû city, quitter Khartoum. and Elle est although it partie has just been a single week, we could already see the effects of the war in the et Sudanese juste en streets. une We could see semaine, le temps cars, d'aller jusqu'à abandoned une autre cars ville, flipped over in elle the a vu le street. We could see désastre, les bodies voitures of people, abandonnées, charred bodies of people. We can les smell the foul smell corps of brûlés, decomposing bodies. And it all l'odeur des happened corps en too soon. It all décomposition. happened too soon. Tout est We arrivé passed très, très by vite. a destroyed military base. Like honestly, the scene Et elle est même truly passée près felt d'une base militaire straight complètement out from the movie. Like détruite. it's something that your mind just can't comprehend. You know, seeing like Et jusqu'à burnt ce jour, tanks son and cerveau ne peut military toujours pas vehicles and seeing procéder cette dead information. Il soldiers y all avait over the place, même des tanks their complètement bodies charred brûlés et toujours des and corps, des in corps. bits, basically. So it definitely was the first time I came close with the C'était la scenery of première the war fois and the horrors of qu'elle it. voyait And we were stopped by the la guerre et RSF ses checkpoint. horreurs. Elle a And été arrêtée à literally des 10 minutes checkpoints after we left this par les checkpoint, forces de the soutien army rapide. started attacking the checkpoint. And Et so quelques the instants RSF après qu'elle passe soldiers, le they checkpoint, held the l'armée other a passengers, commencé à the other attaquer. travelers were fleeing, they held them hostage and used them as Et human shields. certains des voyageurs ont été pris It en really is otage. Elle brain venait juste de altering to passer. think that if me and my family were just 10 Et, minutes et elle se late dit than toujours we should have que been, à I 10 don't minutes, think I à would be 10 here minutes, telling this pardon, story. elle And aurait that was été my parmi les first otages. experience coming face to Et face c'était with sa première death. expérience de la guerre We went et de to la a mort. city nearby in a state called the Jazeera, which is the second Elle a biggest été state of dans Sudan une and ville dans closest to l'État Khartoum. d'Al Jazeera. My father's family come from there, so we were able La to stay famille with de son family. père The first vient de few weeks là et were elle est restée donc horrible avec because the sa city was not famille et made c'était to hold terrible this many people, and almost parce everyone in que Khartoum la fled ville to n'était pas prête Jazeera à recevoir tous ces because gens. it was the closest state. Mais tout le monde venait là parce que So c'était we le didn't plus have proche de water for Khartoum. days. We didn't Et have donc là, il a fallu electricity. attendre We didn't pendant have des jours, anything sans at électricité, sans all. Like, rien. and all the markets were emptied due to the Les huge marchés influx of people. étaient And overall, we just vides had parce qu'il y avait really, trop de we've monde. lived really uncomfortable weeks. But all of Ces us were semaines étaient relieved vraiment because at least terribles, we're safe, you know, at least mais we're alive nous and étions in one soulagés parce piece. qu'au moins on était vivants. On était en une seule pièce, And même si on then n'avait we rien. settled in with Melanie and things we started to feel a little bit a sense Et of puis, normalcy, you know, after après we lost un petit everything, moment, lost ça our home and commençait à our devenir city, and presque we knew normal. On that avait tout perdu, there's mais no way we c'était could notre go nouvelle back. Like every réalité. day Et on a we see compris the qu'on ne pourrait news, pas we see revenir. more On ne pourrait pas destruction, more rentrer. horrors, and we just De plus had en that plus dreadful d'horreur, de plus en feeling of plus de knowing that destruction. home is gone, you know. You can never go back. So we have to move Maintenant, forward. We la have maison, to c'est fini, on n'y do retournera better for our jamais. families. So we settled in Alors maintenant, on essaie de Medini. faire au mieux avec We ce qu'on a. found jobs. We started to On va get essayer used de to trouver life un again, you know, emploi, falling into a on va routine. essayer de vivre de nouveau. Only for it all to be blown away in a matter of days Mais on tout December ça 15th. a de nouveau été We pulvérisé started to hear, au mois like de décembre. before December 15th, we started to hear sounds of bombs again, Il y avait shellings, des bombes de and we just nouveau, woke up to des the same dreadful bombardements. feeling of On se 15 réveillait April, encore 15 avec the ce 15th of terrible April, sentiment. 2023. And we again foolishly held into false hope, thinking that the Et army de was going nouveau, to on a eu repel des this espoirs, attack, de faux and espoirs.
On didn't entendait que leave, although l'armée every day I go out, I allait see faire like quelque mass chose. movement of people leaving the Mais city. en Like they didn't fait, even il y avait wait juste des for the gens RSF to enter because everyone now knows qui what essayaient happens d'aller when the quelque part. RSF sees a place. Like they know the Et horrors that take place. So people started to leave immediately to other alors states. les gens But we stayed partaient vers d'autres thinking that États. this attack could be repelled. Mais, Only it mais on wasn't. est Only resté, on s'est dit, Madani, c'est the juste une second biggest attaque. city in Sudan, which held 3 million internally displaced people, fell in Mais a maintenant, matter il y a of a 3 single day, millions de once again. personnes déplacées The intérieurement. morning we left with Madani is something I just like. When you Le go into matin the où on street, est you parti, see a elle lot of n'oubliera people just jamais. walking, Elle a like été dans la rue et il y people avait juste des carrying gens little qui babies, marchent, people qui marchent, carrying their qui marchent. elderly parents, their Certains ont leurs grandfathers, bébés, their certains grandmothers, ont leurs the sick grands-parents, le patients grand-père, la being grand-mère, des carried gens qui sont in like malades. trolley cars because there is no cars because the second the Mais il n'y RSF a pas de entered voiture, donc Madani, ils les ont they dans des looted every espèces de single car. So chariots, de now charrettes. public transportation doesn't work. People are not able to move in cars, so people are just walking on foot. Les gens And marchent à massive, pied massive numbers, like et thousands of des people milliers de gens qui marchent dans la rue, looking very hopeless, looking very qui ont l'air like the look vraiment in their désespérés. face. It's Juste de regarder leur heartbreaking, like visage, seeing that they've ça, been betrayed again, ça, seeing that they have ça to fend flee le again, cœur. not knowing where to go this time or what to do Juste this time. savoir qu'ils As I doivent said, partir you see encore people sans savoir carrying où babies, aller, carrying elderly les people, bébés, les personnes patients, âgées, les people with personnes IV malades. drips, you know, Certains kidney avaient même dialysis leur, patients, cancer patients, just everyone in the street leaving the city. certaines personnes même avec Because le honestly, cancer, dying tous on ces the gens-là road devaient or partir. going into the unknown is a much better fate for many people than Parce que de living a toute single façon, day under the RSF mourir sur control. la route ou essayer de partir, c'était quand However, même me une and my meilleure family solution were que de able to rester. flee to a village nearby in the same state, Jazeera State. Finalement, elle et sa famille And sont arrivées dans un we thought village. that we didn't think they would come there because mostly we know that when the RSF sees On a pensait qu'ils city ne or a viendraient state, pas dans ce they village go to rob banks, parce que you c'est un know, petit like village et valuable normalement ils stuff. vont So plutôt we pour never decided that they voler would les go into a banques. village because it's a Donc ce village, you don't village-là, think there ça nous semblait immediately. vraiment sûr. But that wasn't the case. 3 days in the Mais village, and we 3 wake up to jours the sound of après, gunshots once again. elle s'est réveillée And we wake up and we look into the au street. son People des are running, people explosions. are De hiding, people are nouveau, elle a screaming. regardé We dehors, les see gens RSF vehicles couraient, coming les towards gens us. criaient. We start talking to the people. They tell them, we're not here to hurt you. We just want every single vehicle. And then they Les start soldats looting étaient the là, ils vehicles disent, on once n'est pas là again, pour vous faire du leaving mal, on veut the juste les village and the véhicules. nearby villages and almost every city. And then they start looting the vehicles once again, leaving the village and the nearby villages and almost every city without any form of transportation. They also went into every single market. They looted the markets, they looted the pharmacies, they looted the hospitals, and they left. And then they started to come. I stayed in the village for a month and a half, and we encountered them almost every single day. And we weren't able to leave because there was no form of any transportation, and there was no food, and there was no medications. Like every single day, we held a funeral for someone. We held funeral first of all. The kidney dialysis patients, all of them passed away, and then people with cancer started to pass away, and then people with chronic diseases like diabetes and hypertension. A lot of them started to have strokes. Like I'm not even joking, but almost every single day there would be 5 to 6 funerals in the village. Like every single day, our routine is we wake up, we hear screaming, we go to the place where people are screaming, we learn that someone passed away to whatever reason. So it was just like honestly, there is no words in any language or any dictionary could describe the horrors that we've experienced, but I'm trying to summarize it in a way that could convey the feelings to you.
After we stayed for a month and a half, my parents, but they both have chronic diseases. They both have diabetes and hypertension. We knew that we cannot stay for any long. We have to leave now, or else they also are going to face medical complications. So we walked for like 8 hours to a nearby city, and from there we were able to take a bus. We were headed north because honestly, at that point, after Medani fell, almost all of central and southern and western Sudan have become really unsafe. So now people just head either east or north Sudan. Like everywhere else is unsafe. We took a bus to a city called Kesela, and the trip usually takes 3 hours. I mean, 7 hours from Jazeera to Kasala State. It took us 2 days because we had to go through routes and roads that are not military targets and roads that don't have RSF checkpoints. We had to go through the with alternate roads, basically going into deserts and really dangerous routes. And we had to sleep for 2 days. Like we had to sleep for 2 nights in the desert, basically. We go to Kesela. We're supposed to stay for one day. As soon as we get there, I catch dengue fever. We have to stay for 2 weeks. At that time, Sudan has been plagued with many epidemics and pandemics like malaria, typhoid, dengue fever, waterborne diseases, a lot of things. And the healthcare system has collapsed in all of the country. Like even in safer states, we like in Madani, before we had to be displaced for the second time, I lost three relatives due to the lack of medical assistance. My father himself was very sick and we took him to the hospital. There was no electricity. We were holding the flashlight for the doctors so they could put in the IV drips and, revive him. And that was the case for all over Sudan. My uncle needed oxygen tank. I don't know what it's called, the oxygen thing. There was a single factory working in Sudan and it wasn't working at that time because of the war, and patients almost in ICUs everywhere died. Like it like as I'm talking to you, I keep remembering more and more horrific statistics, more horrific incidents that I just can't recall all of it at the same time. Like every time another thing comes to my brain and every one is more horrific than the ones before. So I'll just go back to what I was saying about going to Kesela, catching dengue fever, going to the hospital, not finding anything, not even like painkillers. We literally had to like overcome dengue fever on our own. No painkillers, nothing, and it was really, really painful. Stay in Kesela for 2 weeks, then we head to Atbara, which is a city in North Sudan. And then we stayed there for a long time. And as we were there, recovering slowly from the traumas that have occurred and the traumas that we've experienced, we hear of a drone attack. Like you start to get. I think what I like the most about human nature is the ability to adapt. Like a lot of times you go through something, you're like, I'm never going to get over this. I'm never going to accept this. But with time, you find yourself really just like accepting it and living normally as if nothing happened. And that was the case for us. Like every 2 months after we get displaced, we start to get used to life again, like how it was, life without bombardment, and then something happens that takes us back to that point, to point zero. So when we were in Atbar, a really huge drone attack happened. Like I was outside looking, like searching for something, and then I see a drone literally flying over me. And then we hear the explosion, and then we learn that 50 people died in like a social gathering. And then we are panicking once again, like where do we go now? Like we don't have money, we don't have assistance, nothing. And by the way, throughout my journey of displacement, which is like 5 times or 4 times, we didn't receive any kind of assistance from any international organization.
We received nothing, absolutely nothing. And we hear of stories of Sudanese people crossing to countries like Ethiopia, Eritrea. We hear stories of people getting shot at the borders. We hear stories of people getting caught and getting deported back with zero respect for the international law and the refugees protection law. So we're just like stuck. We're like, what do we do now? Like, we have no money. Nowhere is safe. We don't feel safe. Everything is running out. Like, and then we check the news, we see not even a single article about Sudan, whether on international news, African news, Arab news, Middle Eastern news, nothing. Nothing. Like, I think last January, there was a huge telecommunication blackout in Sudan. Like, every company went out of service for like 3 weeks. And my only source of news was following activists on social media, like Sudanese activists on social media, until I became one myself because I knew that I had to step in. No one is doing anything. There is no international agencies reporting on this, and we need to get our voice out there. We need to help our people. So picked up the rule myself and I started posting about it, despite it putting me in immense danger. I started to receive a lot of threats from the RSF militia. I started to receive threats like, oh, we're gonna find you, we're gonna rape you, we're gonna kill you, shut up, don't talk, stop, we're gonna make you lose your accounts, we're gonna. But I knew that they do this to everyone, and this is why everyone is silent. But if we all are silent, then we're not going to get any voice out there, and we're going to remain in this hole forever, just echoing each other's voices, echoing each other's screams with no one receiving them. So I have to do it despite the danger it brings. I mean, my content is already out there, right? Like, what's the worst that can happen? What's the worst that can happen? So during the telecommunication blackout, I started to watch the TV for the first time, although like I gave up. Like, I knew that there is no news in Sudan. But I was thinking, okay, now I cannot see on my phone. Like, I have to do something. Like, it's driving me crazy. I need to know what's going on out there. I turn on the TV and I see nothing. I turn on every single news channel. I turn on international news channels. I turn on Arab news channels. I turn on everything and I find nothing about Sudan. And honestly, that fueled me with so much hatred to the world. Like, why is our suffering so normalized? Why is African suffering so overlooked? Why are we so dehumanized? Why is it always, just a bunch of Africans killing each other again in Africa? Like, it's just a normal day, like, why? So I started to pick up the rule more of talking and speaking and doing, the best I can. And it's not because I expect anything. To be honest, at this point, I don't expect anything from the world. I don't even want anything from the world. I just want people to bear witness. I want people to bear witness. And I don't want to give people a chance to come after 10 years and be like, oh, we had no idea. Because they did have an idea. And Sudan is not a forgotten word. Because we are talking. We are speaking. We're here. And we're talking. It's intentionally overlooked, intentionally underreported. So this is why we do what we do. This is why we put ourselves in risk. And we just need people to bear witness, and we don't want excuses when Sudan becomes, and it actually is right now, the worst humanitarian crisis on earth, with more than 150,000 casualties, 11 million displaced people, and 2.5 million people are expected to die by the end of this year due to the famine ongoing in Sudan. Sudan has the worst famine in the world in 40 years. Sudan is the biggest and worst humanitarian crisis in the world right now. And that's all I have to say. Thank you so much. Let me move. Thank you so much, Rera. And thank you, Mariam, for the interpretation.
If you have questions, the audience, you are free to ask your question in the chat box. Donc, ceux qui ont des questions, nous prions de les poser dans le chat et nous apporterons des réponses à vos questions. Okay, I see a question over there. The first one is, what countries are sending weapons to the army that is forcing you to relocate frequently? So the answer to this question, I wouldn't say the army is the one that's relocating me frequently. I would say it's the rapid support forces that's causing this amount of displacement, because every time they enter a new state or city, people start to leave because they have been really horrible to people, very barbaric and basically demonic. So this is why people are leaving. And the countries that are supporting the RSF, one I could confidently name right now is the United Arab of Emirates. They are actively supporting the Rapid Support Militia. You could there is a there is a report that has been submitted by the Sudan's delegation in the Security Council. It has detailed informations of how the UAE is funding the militia. They basically have a base in Chad that keep on providing weaponry to the RSF. They airlift their soldiers and give them medical attention in the UAE and so many things. Like I think if you look up, or I will try to find it and maybe put it. If you look up the Sudanese delegation report in the Security Council, you would find like a detailed analysis and report of how the UAE is funding the RSF. And for the army, a lot people say Iran and China and all these things, but honestly, we're not really seeing anything on ground, at least not substantial evidence like the UAE has. Okay. Guy, are you gonna read the questions or should I just skip Yes. them? Yes, there is another question. Mhm. Let me see. Are groups like our group like World Central Kitchen and Médecins Sans Frontières able to enter Darfur area? Honestly, I would say the situation in Darfur is much more complex, as the war in Darfur, the genocide in Darfur extends back to 20 years ago or 21 years ago. It's considered the first genocide of the 21st century. The roads, there's like different other militias that have presence in Darfur. Khartoum Central Kitchen, I'm pretty sure it only works in Khartoum, and they're trying to expand to other safe states because people are starving in IDP camps. And yeah, I don't think aid reaches the people in Darfur. I think the army have been airdropping medicine and food to Al Fashir, but I'm unsure if it's for people or for troops over there. But yeah, like the situation in Darfur is much, much worse, and the famine is manufactured over there, like explicitly to starve the population in Darfur. Thank you. There is another question. The chat. Do you have views on how this civil war can end? What needs to be done in your view? What needs to be done, in my view, I'm trying to be as neutral as possible, but I think it really is not that possible because as a Sudanese citizen myself, I was literally fleeing from RSF controlled areas to army controlled areas. So I think what needs to be done is strong uh condemnation of the RSF and the UAE's interference in Sudan. It needs to be sanctioned. The RSF needs to be considered as a terrorist organization. They need to pressure both sides for long ceasefire deals. And the most important thing is to facilitate safe passages for people to leave and to facilitate humanitarian aid for people in IDP camps and refugee camps. And also, they need to, I think because
right now, well, who's occupying my house is the RSF. They are the ones occupying my house. They are the ones occupying our places. They are the ones committing mass rapes. They are the ones committing social violence, sexual violence. So I think the criticism and the condemnation and the sanctions should mostly go to the RSF and to pressure the UAE to get its hands off the Sudan. Like a lot of Sudanese politicians, like political scientists and analysts, say that this war could have ended a long time ago if it wasn't for the continuous support of the UAE for the RSF support, for the RSF militia. So that's how I see it ending, by in bullet points, condemning the RSF and the UAE and sanctioning them both, and then like pressuring both sides for long-term ceasefire deals that involve getting out of civilian homes and civilian cities, and lastly, facilitating humanitarian aid and safe passages for people. Yes, as you are talking of UAE, there is another question in this regard. I will raise this before coming back to the others. Why is UAE supporting the RSF? Okay, so the UAE is supporting the RSF for many, many reasons, but mostly it's like imperialist gains and neocolonialism. Like the UAE really wants Port Sudan. It wants the Red Sea coast, which is a very strategic place, you know. And they also the gold. I think the main reason is the gold in Sudan. Sudan is one of the richest countries in the world when it comes to gold, and despite the war that's going on right now, the flow of gold exports to the UAE is very stable, and the smuggling as well. So a lot of people think that the UAE has intended for the RSF to topple the army and take control of the country, like in a more like this war to a lot of Sudanese people is considered like a failed coup, you know. Like it was just supposed to be the RSF taking out the leader of the army, then taking control of the country, but that's not what happened. Like the army retaliated, so now we are in a war. So I think they support the RSF for imperialist gains over Sudan, like the gold and the strategic minerals in Sudan, like uranium, and such as like also Port Sudan and the strategic location of Port Sudan. Yes, okay. Another question. How do you manage, Zaira, to stay strong after all the horrors you lived and witnessed? Like I said, to be honest, the most uh the the best quality in human nature is adaptation. Like you would be surprised. Like I think a lot of people would be like, "Oh, that's such a horrible situation. I can't imagine experiencing it." But when you actually do, you will push through because that's what human nature is like. This is how humanity have survived a lot of things, you know, up until this point. Uh, so yeah, it's just a sense of strength and resilience that you can also drive from wanting to save your family, from wanting to provide for the people you love, from, you know, finding a purpose and a message. Those things what personally keep me grounded is providing for my family, staying strong for my family, doing my best for my family, and uplifting Sudan and amplifying Sudanese voices. I found these things as my true purpose in life, and this is why I have to keep pushing and keep going. Yes. Yes. Another question. In the USA, what should what do you think people from USA should do to encourage their leaders? Okay. I think because we all know that the relationship between the UAE and the USA is very strong. They have a strong alliance, and so I think the American people could pressure the government to cut ties with the UAE, especially when it comes to military support and financial support. And basically, the most they could do is pressure the government
to condemn the UAE, cut military assistance from the UAE, address their support for the RSF militia, sanction the RSF militia and the countries that are aiding it. But honestly, I think we're pushing it because at the end of the day, the UAE is a pawn, you know. I don't think it moves independently from the from the USA's interests in the Middle East in general. So that's like that's what I think that should happen, but I'm not really hopeful. Like the USA would sabotage its relationship with the UAE. Yes, the other question in the same line, not more broadly, also what the diplomatic and international movement can do to make clear our full support for a peace solution for the Sudanese people. I think diplomatically, like I said, would be strongly condemning the UAE, addressing, you know, like the elephants in the room, the cause of the issue in Sudan, because a lot of people just like to throw Sudan under the umbrella of another African conflict held by African people, like slaughtering African people. So it's not our problem. Like a lot of people like to brush their hands of the conflicts in Africa. Although if we trace most of them, we would find that they go back to colonialism era, neo-colonialism and imperialism and proxy wars and yada yada yada. So I would say the best thing to do is to like raise awareness and specify the causes behind the war. Like I think people work harder when they feel a sense of responsibility, when they feel like I'm not saying guilt, but I'm just saying like responsibility in general. Like people should boycott the UAE. People should be shunned for vacationing in Dubai. Like I know I'm being a little bit radical, but that's what I think could like is a true help to the cause. And in general, international movement, I think the best they can do is just boost the humanitarian campaigns, boost the relief organizations, because there is no aid in Sudan. There's nothing like going on there. Like most of the aid groups and everything, besides like I would say Doctors Without Borders and the Honor NRC, most of the initiatives are ground initiatives, are local initiatives. So I think people should be able to boost them out, and also sponsoring refugee campaigns. Like a lot of countries like in the West, when the Ukrainian war happened, for example, they've hosted a lot of Ukrainian refugees. They've hosted a lot of like they had a lot of programs, you know, to help those people, but we don't see the same being done to any other nation that's not in Europe or in the West. So I think like there's this heartbreaking story of this Sudanese Canadian man who's been trying to bring his sister from Sudan to Canada after the war, and he's been protesting, like doing a one-man protest for like a whole year. And every time he submits his application, it gets rejected. So I think the international movements and diplomatic could do their best to help the populations, the people, the vulnerable people, you know, the refugees, and amplify their rights. Because, like I said, a lot of refugees are getting deported. Although that's against the international law, it's against the international humanitarian law, it's against everything. So why are these people getting deported? Why are people not accepted out there? Like, there needs to be a lot of emphasis and accountability and a lot of condemnation, to be honest. Thank you. Charlotte from Togo comments you, Zira, for your engagement and activism. Thank Yes, you. and asks a question about any, if you know any other civil society organization that is involved in your struggle for us to collaborate. I know like Khartoum Central Kitchen. It's an initiative to feed the people in war zones. I know the Sudan Solidarity Fund. I know Kendaka Magazine. Um, and there is a lot of individual activists as well on social media who are doing immense work and job to amplify the Sudanese cause. Okay,
You mentioned a report, Fatoumata. Would like to know if you can share the link of this report. Okay. And then another from Julie. It says, I'm horrified by your experience. Thank you for telling us about this horrible situation. Please take care of yourself. Yeah. Thank you. Thank you so Yeah, if much. I could just interrupt, because I just wanted to say, thank you so much for sharing your personal story. I can see in the comments many people are very, very moved by your words. And I'm the organizing director of World Beyond War, and I've kind of been behind the scenes supporting the tech today. But I wanted to just unmute myself and say that on behalf of World Beyond War, we really appreciate you sharing this. And this is sort of a small webinar today, but hearing all of this, I think many of us on this call are compelled to want to make this an international campaign that we at World Beyond War can take on. The World Beyond War Network has over 40 chapters around the world, and we also have over 100 affiliate organizations. So I think that this webinar today can be a spark for all of us at World Beyond War to share this with all of our chapters and all of our affiliates. And really, I hope that this can be a call to action for us to work with you and to develop materials, whether that's petitions, letter writing campaigns, social media toolkits, whatever form that can take, so that we can really utilize, because we do have a global network of tens of thousands of people. And so I really wanted to kind of use this as a spark and to really support you in this work. So thank you. Thank you so much. Thank you, Greta. Thank you, Greta. Okay. Yes, I'm going to take some more questions in the chat. What is the view of most Sudanese about this war? Okay. Okay. To be honest, I want to portray this as authentically and transparent as I can. Like, I don't want to sound like I'm being biased or supporting any part of this war, but I would say the general sentiment of the Sudanese people is that they all are against the RSF. Like, because what they've done to us is not enough. Like, they've looted our house, they've raped our daughters, they've done so many things. So the general sentiment is that most of Sudanese people do not accept negotiations. They do not want to coexist with this militia. They don't feel safe, they don't feel comfortable. Like, all of them, they want to repel the RSF from Sudan and the UAE's presence as well. I wouldn't say a lot of people are in the support of the army, because it's like we lived under a dictatorship for 30 years ruled by the army, and that's what sparked the 2018 December uprising, is that people were sick of military dictatorship. They wanted democracy, they wanted civilian governance. So not a lot of people are happy with the army because of the way it treated the young protesters during the revolution. I'm not sure if you're familiar with the 3rd of June massacre that took place in front of the military headquarters in 2019, and also the endless genocides and massacres that have been taking place in Darfur and West Sudan, and the civil war in South Sudan. So a lot of people are not really happy with the army, but most of people, I can positively say that most of people they feel compelled to support the army, as they see it as the only solution against this militia, against this invading fascist militia that's plundering its way in Sudan. And it's crazy to witness, because even the rebel groups that have been fighting against the army in West Sudan have joined hands with the army right now to fight off this militia. Like, that's how horrible it is. Like, it started unconsciously uniting the Sudanese people, which is something we struggled with for a long, long time. Okay, there is another question. It's in French. I'm trying to summarize it in English. The question from Mubarak about the silence of the international community regarding Sudan. So Mubarak thinks the world powers
are much more preoccupied by the situation in Ukraine. And yes, what we see the situation in Sudan is happening on our eyes, we can all see. So how do you, let me see. Take your Okay. time. Yes, so please, how do you see this silence from the international community who is either interested by the other conflict? To be honest, I really want to keep the peace and not sound radical, but I feel really bitter about this specific question, like this specific situation, like feeling so insignificant, to the point where not even a single news is reported about our death and demise and misery is something that's like it fills me with so much hatred, and that's something that I've been trying to not do, is to not lose myself to hatred and anger. Like I still want to be a pro peace person. I still want to be pro unity, but like seeing the world's reaction to different conflicts and to how it reacts when it's in Africa is definitely very repulsive to me. Like it genuinely fills me with so much hatred. And I mean, we don't really have to, sugarcoat things. What's happening is because the world is biased, the world is racist, the world is anti-black, the world, you know, prefers to look at people they deem as more civilized and more worthy of saving than just, those lowly Africans, right? Like all they do is just kill each other. So why do we even try? So that's the thing. I mean, during the Ukrainian war, when I was watching the news very extensively because I have Russian friends and Ukrainian friends, and I was really concerned. And I'm like an IR major, so and in general, I have to see the news. I would see reporters saying, those are not children in the Middle East. Those are not children in Africa. Those are children with blue eyes and blonde hair. Like, yeah, what's happening is horrible. No one, not a single person in the world deserves to experience this. But when the people put it like this, it's like they think that some people are more worthy of saving than other people. Some people are more humanized in the eyes of the world than other people. And it's very dreadful, to be honest, to think about it. But yeah, like to put it simple and short, the world is just really, really racist and anti-black. Yeah. Yeah, I'll take another question from Fatumata, who asks if UN is using military approach to solve the war. UN? Yes, UN. So far, no. Like, I think I'm not really sure, but I read some news that they want to send peacekeeping campaigns to Sudan, and most of the Sudanese people are like, no, we don't want further, international interference. So a lot of people were against it, but I'm not sure if they will like proceed with it. But so far, no, there isn't. Yeah. Yes, I want to remind that Wadugu can step in to answer any of the questions if he wants to. So just to remind that we have another speaker today. And let me ask this other question from Charles. Merci beaucoup Marion, merci beaucoup Guy. Par rapport aux questions qui ont été posées, bon, pour la plupart, je suis d'avis avec Zera, surtout en ce qui So concerne for les most of the Émirats arabes question, unis, c'est des Wadugu constitutions says militaires en armes he mortes, bien he entendu, agrees financiers, with et des Zera. forces d'intervention rapide. La nuance qu'il faut faire, il n'y a pas de base He militaire wants au to Tchad, mais le he Tchad wants to sert bring de the sorte de nuance that transit d'un cercle there is couloir, no notamment military l'aéroport base in d'Angaras, Chad. par There is lesquels kind le of a Tchadien corridor. achemine bien entendu les armements fournis par les Émirats arabes unis They pour go les through acheminer au with the niveau des weapon forces from the d'intervention rapide. Emirate Alors, par rapport, United Emirates effectivement, Arab, par but there rapport is no à military la basis situation des per réfugiés se. ou l'importance aux yeux de la communauté internationale, il faut dire en About réalité the que la communauté refugees and internationale a about the traité une certaine international hypocrisie community, qui ne dit pas son nom par it's rapport au conflit qui se hypocrisy. déroule
qui se déroulent en Afrique. Il y a une certaine hypocrisie, bien entendu. Quand la situation en Ukraine, There on is a this entendu parler de hypocrisy tous les pays because qui it ont happens tous in les pays Africa. occidentaux, When it's in n'est-ce Ukraine, pas, fournir de l'aide everybody talks budgétaire, about it. de l'argent, et puis There is favoriser money, les réfugiés ukrainiens plutôt que there d'autres, is etc. aid, you have to Mais quand welcome il the s'agit donc des conflits refugees. ici, et notamment le conflit But when sudanais, it's in Africa and c'est comme specifically s'il n'y in a pas une Sudan, certaine importance, il n'y a pas un it's certain not degré important. d'importance qu'on accorde à ces conflits-là. Raison pour laquelle la communauté internationale est hypocrite à ce niveau. That's why the Raison pour international laquelle, au-delà même de community l'existence is de so cette much notion de communauté hypocrite. internationale à And un it's moment not even donné. a Alors, community. il y a une question qui dit que quel est l'intérêt donc du Tchad de servir de couloir pour les forces d'intervention There is rapide. Moi, a je pense qu'en question réalité, saying les why Émirats the arabes unis Chad is helping the fournissent de l'argent, en tout cas, Rapid payent Support l'État Force. tchadien pour So what faire is happening is transiter that au the Tchad Emirates l'aéroport are d'Andiafour. paying the Très Chad récemment, on a entendu de part et d'autre par so certains they médias can qu'il y a go des through millions the et des millions de country dollars qui ont été to donnés deliver the weapon. à certaines personnalités tchadiennes pour permettre l'acheminement donc There have been a lot of de ces bribery. armements aux forces de soutien, aux forces de soutien rapide Chad des Émirats government arabes received a unis. lot Donc, of pour bribery just to let the couloirs weapons go diplomatiques et through. tout, ce qu'il faut faire, comme je l'ai dit tantôt, il faut que la guerre au Soudan soit une priorité, au même titre que les autres guerres. The war in Il faut Sudan que la has to be a guerre au Soudan priority soit une exactly like any priorité. other war in Il the faut world. qu'on permette l'acheminement de l'aide humanitaire qui a été à un moment donné bloqué The aid au has niveau to du come in. Darfour. It has been Et la blocked. situation au Darfour aujourd'hui, elle est très catastrophique. Des morts, des viols, des enfants qui sont, voilà, subissent des faim, Rapes, des maladies, death, des agressions sexuelles, tout ça. disease, Et je sexual pense qu'il violence. faut acheminer l'aide humanitaire et The traiter aid ou bien has mettre to dans go de bonnes through, conditions les réfugiés qui se trouvent dans les pays frontaliers, le Tchad, and l'Égypte, etc. refugees has Parce to que de be ce que j'ai treated appris avec properly. certains compatriotes, les réfugiés qui se trouvent au Tchad, notamment dans l'Est, vivent des conditions Refugees in Chad atroces en réalité. are L'aide living humanitaire est in insuffisante. Les dreadful pays ont été conditions. réceptifs à fournir un peu de l'aide de part et d'autre, mais c'est There is insuffisant. a Et little à bit un of moment aid, donné, but il y a des réfugiés qui it's voudraient really not enough. dire que vivre au Tchad, c'est mieux de partir dans leur pays. On a vu des Soudanais qui voulaient At même some quitter le Tchad point, pour retourner dans leur pays. Sudanese refugee in Donc c'est Chad pour say, dire que we're les going to go réfugiés back vivent to dans des Sudan. conditions atroces et c'est It's going to be vraiment il faut better that qu'il faut this que la communauté refugee internationale camp. s'active. Merci beaucoup, Guy. Can I just say one thing I forgot, but he reminded me of right now about the conditions of refugees. I'm not sure if you heard about the situation of the Sudanese refugees who were stranded in a forest in Ethiopia, and eventually they had to walk all the way back to Sudan on foot. There were 6,000 refugees in a camp in Ethiopia, and they kept getting attacked every single day by some Ethiopian armed people. They sought help from the police, from the UNHCR, and then nothing happened. They still getting attacked every single day, and some of them got killed, and their stuff were looted. Eventually, they ventured into a forest to protect themselves, which they were attacked by a snake and they were attacked by a crocodile. And then we, as Sudanese activists, we started a campaign. We started emailing the UNHCR. Then the UNHCR issued the report where they actually lied about a lot of things. They lied about the condition of the people. They lied about the number of refugees who are stranded, and they lied about them approaching them and them not wanting help when they never actually stepped a foot. So yeah, the situation, the Sudanese refugees, who are already very vulnerable group of people, are struggling to, like, in ways that are unimaginable, especially now with the floods that are in Chad and displacing Chadian people, and also with like Sudanese refugees. There has to be immediate response from the world to the issues of refugees. Okay. So let's take some more question. Yes, that a question from Charles. Une question de la part de Charles. Is there a possibility that the two warring parties will be brought to dialogue, having seen no political will and commitment of the two leaders and a conflict with many actors? There has been many talks. There have been the Jeddah talk, which is hosted by the USA and Saudi Arabia.
the Jeddah Convention, and then there has been the Geneva talks, but the army didn't go because basically they always fail because the first thing the army asks for is for the RSF to get out of the houses of the Sudanese people, and then the RSF saying no, and then they're like, okay, we're not negotiating, and then they just leave. Yes. The government have been bribed to Le facilitate this, and gouvernement also reçoit there is cet argent. the tribes and Darfur, Aussi à like la I frontière wouldn't entre say le that Tchad the et le RSF is Darfour. like, but like Il y a aussi des we're tribus. not, Les we forces de don't want soutien to make this an rapide ethnic conflict. We don't want to say like sont this tribe, all d'une of them are certaine bad, they ethnie, are alors liars or blah blah blah. peut-être But it's qu'il y definitely aurait supported by certain tribes, and aussi those tribes have like des the same conflits tribe is in ethniques, Sudan and in mais Chad. c'est pas vraiment So ce qui they're helping compte. their cousins basically smuggle weaponry, and they help them with mercenaries, with the fighting force. They keep crossing from Chad and just the Sahel in general, Donc, like c'est Niger vraiment des and allées et stuff. But the venues, RSF des allées et have a lot of venues de mercenaries part et from a lot d'autre of places. I de personally la met a frontière. Yemeni mercenary, a Libyan mercenary. I met a Russian mercenary. So yeah, Et quand it quand on en vient encompasses aux a lot of mercenaires, il y a people. I vraiment would beaucoup say de the territorial nationalités. Il y a des mercenaires de tribes la being the Libye, same des tribes mercenaires de Russie. definitely euh, contributes to Chad helping them, and again the bribes. They got bribed a mais lot by the vraiment, US. le plus important, c'est les pots de vin Do et you la know if corruption du South gouvernement. Africa is supporting Sudan or the UAE? To be Est-ce honest, que l'Afrique du I'm not Sud, really sure because qui soutient as l'Afrique du far as Sud? I know, Elle dit, je the ne leader of suis the pas RSF went certaine. like a small tour around Africa. He went to Rwanda. Le leader des forces de He soutien went rapide to a Uganda. été en Afrique He du went to Sud, en Chad. He Ouganda, went au to and then he met Tchad. the South African Il a PM, rencontré basically, le the Premier South ministre African sud-africain, mais, government. So I don't know what that insinuates, mais but ce sont juste des in general, there isn't like a insinuations. clear sign of whether South Africa is backing any side. Mais il n'y a pas de signe clair de savoir qui l'Afrique du Sud soutient. Yes, let me take this one. How is your personal situation now? Food and medicine, relative peace where you are, ways to generate Quelle est income? votre situation personnelle au moment? Est-ce que vous êtes en Okay. paix là où vous êtes? So I'm currently in Egypt. Je suis actuellement en I was Égypte. able to, so I think when I got this place for the second time, some of my friends and some activists Quand elle a have été convinced déplacée me une to seconde start fois, des talking amis to get my family activistes out of here as we had no ont source trouvé of les income, and I moyens. did, and it did really On n'avait well. aucun moyen de revenu, donc ils ont So I trouvé les used moyens the fund de... money to bring my immediate family to Egypt. Donc j'ai pu My emmener immediate ma famille family immédiate is en my Égypte. parents and my uncle and his Ce kids, which sont, are like ce sont mes 9 parents et people mon oncle. basically. I brought them to Egypt, and the Et rest of the bon, money I gave on it était to 9 au relatives who are total. still in On a Sudan. été en Égypte. On vit chez And chez then des gens right de now notre I'm famille. searching for jobs, I'm searching for scholarships. Maintenant, je We cherche still des don't have bourses, je cherche du like travail. like a source of income, but J'ai toujours pas vraiment de source de revenus, life is going, like life is moving, mais la vie continue, la vie and continue. it's good, like it's not bad, like C'est I'm OK, doing my best and it's working. c'est OK. Je fais de All I mon can say. mieux And thank you so much for your concern. et ça va. Mais merci de me demander. So yeah. Yes, I think we can take like two more questions. Sorry if you can read all of them, but we are almost through. Yes, this other question, where are they now with negotiation for a ceasefire? Like, Est-ce qu'il y a I eu des don't think they're négociations negotiating right pour now. un cessez-le-feu? Non, il n'y a pas de négociation. Ils négocient pas. The last ones were the Geneva talks and they failed. La dernière fois, c'était à Genève, puis ça n'a pas fonctionné. Ok, je retourne dans le canal français maintenant pour vous dire merci à tous qui avaient pris part à ce webinaire. Donc, ce que vous pouvez faire pour soutenir les efforts de mise de la fin à cette guerre, c'est par exemple de signer la pétition, commencer par signer la pétition
qui a été initié par notre chapitre du Sénégal. Et comme Greta l'a dit tantôt, Olbion va également répandre cette campagne à un niveau plus large pour que des efforts puissent être réunis pour contribuer à notre niveau à mettre fin à cette guerre au Soudan et à soutenir les personnes qui sont encore pris au piège de cette guerre. Donc, voilà, le lien pour la pétition est dans le chat. Voilà, maintenant, il nous reste à dire merci à Zeira, dire merci à Ouadougou pour votre temps, pour tout le partage de l'expérience et des connaissances sur le Soudan. Nous remercions également Fortuna, notre interprète à la base, qui, pour des contraintes techniques, n'a pas pu être là jusqu'à la fin. Nous remercions Marion, qui a pris le train en marche et qui l'a bien conduit. Merci beaucoup, Marion. Et nous remercions tout le monde qui a pris part à ce webinaire, qui a eu à la base beaucoup d'intérêt. Le sujet est passionnant. Nous avons eu 203 personnes qui se sont enregistrées pour suivre ce webinaire. Nous avons une quarantaine qui sont présentées. C'est un bon nombre, c'est très encourageant. Alors, nous allons partager l'enregistrement et la présentation à la suite et d'autres informations utiles pour vous engager davantage à soutenir cette campagne, à soutenir toutes les personnes qui sont affectées par ce conflit au Soudan. Merci à tout le monde. Merci. Merci Au revoir. beaucoup. À bientôt.